Imaginez ceci. L'année 1815, Napoléon vient d'être vaincu à Waterloo. L'Europe est en ruine. Et pourtant, un petit pays insulaire, plus petit que le Texas, est sur le point de contrôler un quart de la planète. Mais voici le secret que personne ne vous a dit. Ils ne l'ont pas fait avec des armées. Ils l'ont fait avec quelque chose de bien plus puissant. La dette. Pendant que d'autres empires dépensèrent de l'or, l'Angleterre a inventé un système si brillant, si ingénieux, qu'il a littéralement acheté le monde, sans jamais vraiment payer. Comment ont-ils fait? La réponse va vous choquer et elle explique pourquoi notre système économique fonctionne encore exactement de la même manière aujourd'hui. Restez avec moi parce que dans les 15 prochaines minutes, vous allez comprendre le secret le mieux gardé de l'histoire économique mondiale. Commençons par un paradoxe fascinant. Au XVIIIe siècle, l'Angleterre était massivement endettée. En 1750, sa dette publique représentait déjà 130% de son PIB. Pour vous donner une idée, c'est comme si quelqu'un qui gagne 30 000 euros par an devait 39 000 euros. Impayable, non? Pendant ce temps, la France, dont son rival principal, mais avait une dette bien plus faible. Louis XV et Louis XVI étaient obsédés par l'équilibre budgétaire. Ils refusaient systématiquement de s'endetter massivement. Alors, devinez qui a gagné? Devinez qui a construit le plus grand empire de l'histoire? L'Angleterre. Et voici ce qui est encore plus fou. En 1815, après avoir financé des décennies de guerre contre Napoléon, la dette britannique avait explosé à 250% de son PIB. C'était astronomique, intenable selon tous les experts de l'époque. Et pourtant, ce sont précisément ces 70 années suivantes, de 1815 à 1890, qui ont vu l'Angleterre dominer complètement le monde. L'ère victorienne, le pic de la puissance britannique. Comment est-ce possible? Comment peut-on conquérir le monde en étant surendetté? La réponse réside dans une innovation financière si révolutionnaire qu'elle a changé le cours de l'histoire humaine. Et tout a commencé avec un problème très concret. Revenons en 1694. L'Angleterre est en guerre contre la France de Louis XIV. Le problème? Le roi Guillaume III n'a pas d'argent. Les caisses sont vides. Les rois européens, pour financer leur guerre, avaient deux options traditionnelles. Option 1, augmenter les impôts. Résultat, des révoltes populaires. Option 2, emprunter à des banquiers privés à des taux d'intérêt de 20, 30, parfois 40%. Résultat, la banqueroute garantie. Mais les Anglais ont eu une idée de génie. Ils ont créé la Banque d'Angleterre, la première banque centrale moderne de l'histoire. Et voici le coup de génie. Cette banque ne prêtait pas seulement de l'argent au gouvernement. Elle créait littéralement de l'argent en émettant des billets. Le gouvernement émettait des obligations, essentiellement des promesses de payer dans le futur, et la Banque d'Angleterre les achetait en imprimant des billets. Ces billets circulaient dans l'économie comme de la vraie monnaie. C'était révolutionnaire pour trois raisons. Premièrement, les taux d'intérêt sont tombés de 30% à seulement 3 à 4%. Pourquoi? Parce que les investisseurs faisaient confiance à une institution permanente plutôt qu'à un roi mortel. Deuxièmement, le gouvernement pouvait emprunter des montants virtuellement illimités tant que la confiance restait intacte. Troisièmement, et c'est le plus important, la dette n'avait jamais besoin d'être vraiment remboursée. Elle pouvait être constamment refinancée, renouvelée, reportée. Les Français, pendant ce temps, s'accrochaient au vieux système, de l'or réel, des dettes personnelles du roi, pas de banque centrale digne de ce nom jusqu'en 1800. Mais attendez, voici la partie qui va vraiment vous faire réfléchir. Ce système que je viens de décrire, il ne fonctionnait que parce que les gens croyaient en lui. La dette britannique n'était pas garantie par de l'or dans un coffre. Elle était garantie par quelque chose de bien plus puissant, la confiance collective. Et les Anglais ont compris quelque chose de fondamental que personne d'autre n'avait saisi à l'époque. La richesse n'est pas une quantité fixe d'or. La richesse, c'est la capacité à mobiliser des ressources futures. Pensez-y un instant. Quand vous achetez une maison avec un prêt hypothécaire, vous n'avez pas l'argent aujourd'hui, mais vous avez la capacité de générer des revenus futurs. La banque vous prête parce qu'elle croit en votre capacité future. L'Angleterre a fait exactement la même chose, mais à l'échelle d'une nation. Pendant que la France économisait, l'Angleterre investissait. Elle s'endettait pour construire la meilleure marine du monde, pour développer ses industries, pour financer la révolution industrielle. Chaque livre emprunté générait plus d'une livre de richesse future. Et voici le secret ultime, plus l'Angleterre s'endettait, plus elle devenait puissante. Et plus elle devenait puissante,
plus les gens voulaient lui prêter de l'argent. C'était un cercle vertueux génial. Si vous trouvez cette analyse fascinante et que vous voulez comprendre les mécanismes cachés qui gouvernent vraiment notre monde économique, abonnez-vous maintenant. Nous explorons sur cette chaîne les secrets de l'histoire financière que personne ne vous enseigne à l'école. Et croyez-moi, ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes sur comment l'Angleterre a utilisé ce système pour dominer le monde entier, ça va changer votre façon de voir l'économie moderne. Allez, cliquez sur ce bouton, vous ne le regretterez pas. Bien. Maintenant que nous comprenons le mécanisme, voyons comment l'Angleterre l'a utilisé pour littéralement acheter le monde. Étape 1, domination maritime. Entre 1750 et 1815, l'Angleterre s'est endettée massivement pour construire la Royal Navy, la flotte la plus puissante jamais vue. À son apogée, elle comptait plus de 600 navires de guerre. Cette marine protégeait les routes commerciales britanniques et perturbait celles de ses ennemis. Résultat ? Les marchands du monde entier préféraient faire affaire avec l'Angleterre. Étape 2, la révolution industrielle. Voici quelque chose de crucial. La révolution industrielle n'est pas arrivée par hasard en Angleterre. Elle a été financée par le système de la dette publique. Le gouvernement britannique empruntait de l'argent et le dépensait dans l'économie pour des infrastructures, des contrats militaires, des subventions. Cet argent circulait et permettait aux entrepreneurs de trouver des investisseurs. Les canaux, les chemins de fer, les usines textiles, tout cela a été construit grâce à un système financier sophistiqué qui n'existait nulle part ailleurs. Entre 1760 et 1830, la production industrielle britannique a été multipliée par 30. 30 fois, c'est incompréhensible. Étape 3, l'empire informel, le vrai coup de génie. Maintenant, attention, parce que voici la partie la plus brillante et la plus cynique de toute l'histoire. L'Angleterre n'a pas conquis le monde principalement par la force militaire, elle l'a conquis par la dépendance financière. Prenons l'exemple de l'Argentine au XIXe siècle. Techniquement indépendante, mais qui construisait ses chemins de fer? Des entreprises britanniques, avec des prêts britanniques. Qui contrôlait son commerce de viande? Des compagnies britanniques. Qui gérait ses finances? Des banques britanniques. L'Argentine était libre, mais complètement dépendante économiquement. C'était le cas dans toute l'Amérique latine, dans l'Empire ottoman, en Chine, en Égypte. L'Angleterre prêtait de l'argent à ces pays, puis contrôlait leurs ressources quand ils ne pouvaient pas rembourser. En Égypte, par exemple, le khedive Ismaïl s'est tellement endetté auprès des banques britanniques pour construire le canal de Suez que finalement, en 1882, l'Angleterre a tout simplement occupé le pays pour protéger ses investissements. En 1870, l'Angleterre contrôlait environ 40% de tous les investissements internationaux dans le monde. Londres était devenu le centre financier incontesté de la planète. Si vous vouliez emprunter de l'argent, que vous soyez le gouvernement russe, une compagnie de chemin de fer américaine ou un producteur de café brésilien, vous veniez à Londres. Et voici le détail crucial, ces prêts étaient libellés en livres sterling. Cela signifie que le monde entier avait besoin de livres sterling pour commercer. La livre est devenue la monnaie de réserve mondiale. Tout le système commercial global dépendait de la monnaie britannique. L'Angleterre avait créé un système où elle s'endettait pour investir dans son économie. Son économie produisait des biens manufacturés bon marché. Elle exportait ses biens partout dans le monde. Elle prêtait de l'argent aux autres pays pour qu'ils puissent acheter ses produits. Ces pays s'endettaient envers elle et devenaient dépendants. La confiance dans le système renforçait la livre. Et le cycle recommençait, encore plus fort. C'était brillant, diabolique peut-être, mais brillant. Selon l'historien Niall Ferguson dans son livre The Ascent of Money, entre 1870 et 1914, les investissements britanniques à l'étranger généraient des retours annuels moyens de 5 à 6%, bien plus que les taux d'intérêt qu'ils payaient sur leurs propres dettes. Pensez-y, l'Angleterre empruntait de l'argent à 3%, puis le prêtait au monde à 6%. Elle gagnait de l'argent, sur de l'argent qu'elle ne possédait même pas. Alors, pourquoi cette histoire est-elle si importante aujourd'hui? Parce que nous vivons toujours dans ce système. Après la Première Guerre mondiale, ce rôle est passé des Britanniques aux Américains. Le dollar a remplacé la livre. Wall Street a remplacé la City de Londres. Mais le mécanisme fondamental est exactement le même. Les États-Unis ont aujourd'hui une dette publique de plus de 35 000 milliards de dollars, environ 120% de leur PIB. Et pourtant, ils restent la première puissance économique mondiale. Pourquoi? Parce que le dollar est la monnaie de réserve mondiale. Le monde entier a besoin de dollars.
Alors les États-Unis peuvent s'endetter presque à l'infini tant que cette confiance persiste. La Chine comprend parfaitement ce mécanisme. C'est pourquoi elle essaie de internationaliser le yuan. C'est pourquoi elle prête massivement à travers l'initiative Belt and Road, la nouvelle route de la soie. Elle reproduit exactement la stratégie britannique du 19e siècle, prêter de l'argent pour créer de la dépendance économique. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime souvent. Voilà comment l'Angleterre a acheté le monde avec la dette. Pas avec des conquêtes brutales, mais avec un système financier si sophistiqué qu'il a redéfini les règles du pouvoir mondial. La vraie leçon ici? Le pouvoir dans le monde moderne ne vient pas de ce que vous possédez, mais de ce que les autres croient que vous pouvez mobiliser. La richesse n'est pas statique, elle est dynamique. Elle est basée sur la confiance, sur les attentes futures, sur les réseaux. Si cette vidéo a changé votre façon de voir l'économie et l'histoire, abonnez-vous maintenant. Nous continuerons à explorer ces mécanismes cachés qui façonnent vraiment notre monde. Et surtout, partagez cette vidéo, parce que comprendre comment fonctionne vraiment le système économique global, c'est le premier pas vers une vraie liberté intellectuelle. Laissez un commentaire. Selon vous, ce système est-il génial ou injuste? Est-ce que la dette peut vraiment créer de la richesse ou est-ce une illusion qui finira par exploser? J'ai hâte de lire vos réflexions. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les secrets de l'histoire économique.